Alors, contrairement à ce qui est annoncé, je ne vais sûrement pas rentrer dans les détails d'un processus rééducatif bien décrit qui nous permettrait de découvrir de quelle manière il est opportun, pertinent de prendre en charge effectivement la FSH. Pour la bonne et simple raison que chaque FSH est finalement différent de l'autre, que les conditions de vie de chacun sont également différentes et que chaque approche de la prise en charge d'un patient porteur de la maladie doit être évidemment personnalisée, sauf effectivement à se perdre dans des actions qui vont être purement techniques et qui n'auront pas forcément à voir avec la vraie vie. Or, dans le cadre de cette médecine physique et de réadaptation, c'est en cela d'ailleurs qu'elle se distingue de la plupart des autres spécialités médicales, c'est avant toute chose une médecine de la personne. Je dirais même que par rapport au métier qui est le nôtre, on pourrait imaginer, même si ceci est un peu caricatural, que la pathologie en tant que telle peut être dans une boîte noire, on ignore la pathologie, on ne sait pas ce que c'est, mais par contre notre action, elle, va aller vers les conséquences de la pathologie. Qu'il s'agit d'un accident, qu'il s'agit d'une maladie, c'est là que nous allons agir. Donc, en tant qu'acteurs de votre parcours, nous sommes dans une situation un peu spéciale. Ce n'est pas nous qui soignons, nous sommes là pour nous occuper des conséquences de la maladie, de l'accident. Raison pour laquelle, comme je vous le disais, on peut imaginer boîte noire, on ne sait pas ce que c'est, mais on observe quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé antérieurement, et on voit, pour chacun des points de la vie quotidienne en particulier, de quelle manière il est possible d'agir pour pouvoir aller vers l'objectif ultime que je vous laisserai découvrir bien entendu à la fin. Alors, ceci est résumé, cette médecine physique, dans cette phrase, qui est une phrase tout à fait officielle, qu'on rencontre dans beaucoup de textes en question. C'est une spécialité qui a pour rôle de coordonner et d'assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales, économiques, des déficiences et des incapacités. Je pense que là, effectivement, on a résumé le problème auquel nous sommes confrontés dans notre quotidien, et ça exprime d'une autre manière ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de médecine physique qui ne soit personnalisée et qui s'intéresse avant toute chose à vos projets, à votre quotidien. C'est à partir de là que nous pourrons construire quelque chose de cohérent. C'est un filtre absolument incontournable. On ne peut pas, si j'ose dire, travailler correctement de notre métier si on ne s'intéresse pas d'abord à la personne. On va, si ce n'est pas le cas, s'intéresser à des forces musculaires, on va s'intéresser à des angles articulaires, etc. Si ça n'a pas de traduction significative dans le quotidien, ça ne sert strictement à rien de découvrir un jour qu'on a été capable de faire progresser de 20 degrés telle articulation qui était bloquée, ou d'augmenter de 3 à 4 la forme de tel groupe musculaire. Il faut impérativement que tout cela puisse avoir une traduction dans le quotidien. Sinon, pour nous, ça n'a pas de sens. Alors, bien entendu, on va essayer de voir ensemble un petit peu toutes les facettes et vous allez voir au passage certains éléments qui permettent de comprendre de quelle manière on va pouvoir agir. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, il ne s'agira pas de découvrir ensemble quelle est la rééducation de la maladie FSH. Non, parce que là je suis incapable de répondre pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'à chaque fois c'est différent, d'accord ? Mais de voir un petit peu quels sont les éléments, quels sont les items sur lesquels nous allons pouvoir agir du mieux possible pour faire en sorte que le but ultime, qui est effectivement l'autonomie au quotidien et la citoyenneté, soit quelque chose d'assuré par la personne concernée. Alors pour le muscle, des idées qui sont extrêmement simples et qui sont le fondement même de ce travail que j'ai commencé à évoquer avec vous. Première chose qu'il faut bien admettre, c'est que l'exercice, il est nécessaire à l'entretien de la trophicité, c'est-à-dire de la qualité tissulaire du muscle, de ce muscle-là qui est l'élément moteur de notre appareil locomoteur. S'il n'y a pas d'exercice, effectivement, le muscle involu, c'est la même chose pour pas mal d'autres tissus dans l'organisme. Je prends l'os comme exemple, il réagit également aux contraintes auxquelles il est soumis. C'est un acteur face à la pesanteur qui est extrêmement important. On supprime la dite pesanteur et l'os ne va pas vivre de façon satisfaisante. Vous vous souvenez peut-être des premiers vols dans l'espace. Un des problèmes auxquels étaient confrontés les astronautes était de perdre du calcium. L'os est une réserve très importante de calcium. C'était une première conséquence, c'est que du fait de la pesanteur, l'os ne vivait pas comme à l'habitude. Nous sommes faits pour vivre dans le champ de la pesanteur. Et à partir de là, le métabolisme de l'os se modifie. Pour le muscle, c'était la même chose. C'est évident, j'imagine, pour chacun d'entre vous, dans la mesure où si on veut optimiser la fonction musculaire, il faut impérativement s'entraîner. On ne devient pas athlète de haut niveau qui veut. Et bien cette notion d'athlète de haut niveau, nous sommes tous des athlètes de haut niveau à partir du moment où nous voulons atteindre le niveau
qui est nécessaire pour pouvoir vivre en toute citoyenneté. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas résolu le problème, car effectivement, puisque le muscle est malade, comment doit-on se débrouiller pour assurer une espèce de paradoxe? On est assis entre deux chaises, puisqu'il faut à la fois tenter de le renforcer, optimiser cette fonction-là, et en même temps, surtout, éviter de l'épuiser par des exercices qui soient excessifs. Donc il y a plusieurs risques avec lesquels il faut composer. Il y a évidemment, en premier lieu, la fatigue, la douleur. Tous les exercices qui sont proposés, s'ils sont générateurs d'une fatigue excessive, s'ils sont générateurs de douleur, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça veut dire qu'il faut nuancer l'approche qui a été entreprise pour pouvoir composer avec ce risque-là et faire en sorte qu'il n'apparaisse pas. Le problème de la myotrophie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on ne fait pas des exercices et pas suffisamment, le muscle va involuer, en dehors même du processus lié à la maladie. On aura des fibres musculaires qui persistent et qui sont encore saines, qui sont de moindre qualité que si on n'a pas cet entraînement. Donc je vous parlais d'être assis entre deux chaises tout à l'heure, on est là en plein dedans. Il faut à la fois renforcer la musculature, parfaire l'endurance, mais en même temps il ne faut pas aller trop loin. Donc vous imaginez bien que tout ça, ça va être éminemment dépendant du stade évolutif de la maladie auquel on sera confronté, de la personnalité de l'individu, de ses souhaits pour le quotidien, puisque tout est à ramener encore une fois à la vraie vie, comme je le disais tout à l'heure. Et puis il y a un problème également que j'ai mis là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on parlera un petit peu du psy entre guillemets tout à l'heure, mais c'est important car nous sommes comme ça. Je ne peux pas imaginer une chose qui soit purement locomotrice. Vous vivez le locomoteur en question. Et si on vit quelque chose, obligatoirement la dimension psychique de ce vécu est présente. Et on est en perpétuelle interactivité entre le vécu, quelque chose, et la chose au titre physique. Donc là, il peut y avoir dans certaines situations des frustrations qui apparaissent quand justement on va être trop respectueux, par exemple, de la fatigue et de la douleur. Alors ça, c'est une idée que je laisse passer comme ça et qui mérite très probablement débat, comme beaucoup d'autres. Ça va être vraiment une espèce de digest aujourd'hui de quelques idées qui me semblent importantes dans le cadre de la maladie de l'appareil locomoteur, d'une façon générale d'ailleurs. C'est le problème de cette frustration. On ne peut pas, ou c'est au prix de quelque chose qui est potentiellement dangereux, mais on a envie. Je pense qu'il y a des situations où il est légitime d'aller vers ce qu'on a envie, en quelque sorte, fût-ce au prix de certains risques. Je crois que ça, c'est un choix de vie qui se fait. Et ce n'est pas que dans le cadre de la FSH que ça peut se vérifier. Il y a des situations où on vit dans du coton, où on vit effectivement avec des risques, mais on vit différemment. Encore faut-il, encore une fois, qu'on ait cette envie-là. C'est complètement évident que, là encore, ce sont des choses qui vont être extrêmement différentes d'une personne à l'autre. Mais c'est un élément à prendre en compte. Il ne faut pas, et en particulier en tant que thérapeute, qu'on soit dans le respect absolu de la sécurité permanente et totale. Si c'est au prix de la frustration que j'ai mis là, la qualité de vie s'en ressent bien évidemment. Donc là encore, on est entre deux chaises. Il faut à la fois assurer une sécurité suffisante pour qu'il n'y ait pas de drame, bien entendu, dans l'évolution, mais en même temps, il faut parfois savoir laisser faire les choses pour que ce vers quoi on souhaite aller, on puisse le faire, à la condition, encore une fois, que rien ne se passe, et même parfois, si le risque existe, et bien mon Dieu, ça peut être parfaitement légitime que d'y être affronté. Donc le muscle, il faut le faire travailler, sinon il évolue. Il ne faut pas faire trop travailler, sinon on l'épuise. Il faut faire attention à des choses donc, qui vont rentrer dans ce difficile dilemme entre trop et trop peu. Et on va essayer d'effacer des choses qui ne servent pas. Par exemple, il est complètement évident pour chacun, j'imagine, que la charge pondérale, que le poids du corps va avoir à faire avec les possibilités musculaires. On est, comme je le rappelais tout à l'heure, dans le champ de la pesanteur, donc on est en permanence obligé de lutter contre des résistances qui sont liées à la dite pesanteur. Donc là, il est complètement évident que plus il y a de poids, plus il y a de difficultés. Donc ça fait partie des préoccupations utiles, pour ne pas dire nécessaires, que d'essayer de contrôler au mieux ce problème de poids, et a fortiori s'il s'agit d'un surpoids, dans la mesure où il va avoir un impact tout à fait délétère sur les capacités motrices. Donc c'est un élément qui pourrait paraître comme ça anecdotique, mais en fait qui est extrêmement important mécaniquement parlant. Les efforts inutiles, ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait important. Il y a des situations dans lesquelles on est confronté, vous aurez quelques caricatures comme ça de ma part au fil de ce topo, mais il y a des fois vous êtes confronté à un ascenseur et un escalier. Si quelqu'un peut m'expliquer quel plaisir il peut y avoir à monter un étage par l'escalier plutôt que de choisir l'ascenseur, je suis preneur. Mais il est complètement évident que dans un cas, vous économisez un effort, il va pouvoir servir éventuellement soit dans le cadre éducatif,
soit dans le cadre de la vie proprement dite, mais autre encore une fois que simplement d'aller d'un point A à un point B qui sont séparés par 1, 2 ou 3 étages. Faisons des économies d'énergie. La nature, je précise le passage, est en permanence en train, ou a été en tout cas, parce que les résultats sont là aujourd'hui, de recherche de cette économie d'énergie, y compris sur le plan anatomique. Il n'est pas question que je rentre dans les détails maintenant, mais sachez que la configuration du corps, pour certains de ces aspects, correspond en réalité à une évolution qui visait l'économie d'énergie, ne pas dépenser trop d'énergie, et on verra quand il s'agira d'équilibre tout à l'heure à quel point c'est quelque chose d'important, et à quel point la nature effectivement a pu être ingénieuse pour essayer justement de préserver cette capacité à répondre à des efforts incontestables par ailleurs, mais tout en faisant qu'on ne fasse pas trop et pas inutilement en tout cas. Les exercices intenses, bon ça c'est une évidence j'imagine, dès lors qu'on a retenu ce que je disais antérieurement, il faut impérativement éviter les exercices trop intenses. On est là sur un mode en plus de fonctionnement musculaire qui va être complètement délétère. Donc effort inutile, exercice intense, poids, voilà des éléments qu'on peut parfaitement contrôler avec certains efforts parfois, en ce qui concerne le premier par exemple, mais qui sont contrôlables et qui ont un impact, encore une fois, suffisamment délétère pour qu'on s'y intéresse sur le quotidien. Sur la fin, oui, vive Archimède, dans la mesure où un des moyens, effectivement, de s'affranchir de la pesanteur, c'est la balnéothérapie. Beaucoup de discussions autour de ça. Ça peut servir à travailler l'équilibre en économisant justement l'énergie, puisqu'on va se trouver dans une situation de moindre pesanteur. Ça peut être un élément ludique, ça peut être un élément de confort sur le plan musculaire. Donc il y a plusieurs facettes qui s'attachent à la balnéothérapie, qui n'est pas toujours vécue comme quelque chose de positif d'ailleurs, donc une prise en charge, quand encore une fois il s'agisse de la FSH ou d'autres pathologies, mais en tout état de cause, par rapport à ce que je viens de dire, on voit très bien que, on parlait d'efforts inutiles, on parlait de poids, lorsqu'Archimède est avec nous, là il y a quelque chose qui est gommé, si ça n'est complètement effacé. Donc ça peut être extrêmement intéressant et utile, là encore, de préserver de l'énergie, tout en continuant à travailler l'équilibre, par exemple, dans un milieu qui se prête bien à la chose.